Bien, merci. Madame, ce que nous allons faire pour la beauté de l'émission, c'est que vous allez permettre à ce que je vous pose des questions et que vous soyez relativement bref dans vos développements pour qu'on puisse se comprendre. En réalité, cette partie de l'émission ou ce que vous venez d'annoncer, c'est une surprise pour nous aussi, puisque pour une conférence de presse, c'est ce que vous apprenez. Et on sait, à l'intérieur du pays, les médias, très souvent, ne couvrent pas les actualités politiques. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé. Nous espérons que pour les prochaines fois, les conférences de presse vont pouvoir se dérouler sans trop de soucis. Mais restons à l'intérieur du pays, puisque c'est de cela, comme ça que j'avais prévu commencer cette émission, puisque une personnalité a été inhumée vendredi à l'intérieur du pays, notamment à Bohous. Il s'agit de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dakou Péré. Quel a été l'acteur qu'il a été selon vous, Dakou Péré? Est-ce que vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé? Qui était-il? Il est mort, enterré ce vendredi. Je voudrais juste dire que je garde de lui l'image d'un homme qui a servi le régime, qui a été un des piliers du parti unique RPT, mais qui à un moment donné a compris que le Togo n'allait pas bien et que son parti avait besoin de réformes. Malheureusement, il n'a pas été compris. Il a subi les affres de ce régime-là. Bon, on peut regretter qu'il n'ait pas eu la force d'aller jusqu'au bout, mais son cas devrait faire réfléchir mes frères et sœurs togolais qui continuent de se taire sur une gouvernance qui n'a pas du tout changé et sur tout ce qu'il y a comme injustice, inégalité et qui deviennent de plus en plus insupportables pour les Togolais. Il y a eu un deuxième décès également qu'on a appris cette semaine, c'est le décès de Gérard Akoumé. Il est un ancien cadre du Parti des démocrates. Une réaction également? C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris son décès, parce que quelques semaines avant, je pense que ça devait être dans la semaine sainte, je suis allée le voir et nous avons pu échanger quelques mots. Et son épouse, qui n'a épargné aucun effort pour lui apporter les soins dont il avait besoin, m'a expliqué que cet état dans lequel je l'avais trouvé représentait un progrès par rapport à sa situation quand il a été victime d'une attaque. Et donc il était complètement paralysé, mais il a pu se lever, il était assis, nous avons beaucoup échangé et je regrette vraiment de n'avoir pas eu le temps de retourner le voir après Pâques. Et vraiment je voudrais saluer en lui un jeune qui s'est engagé très tôt dans la lutte pour libérer son pays et qui a connu la prison déjà sous Eyadema Père, sous Eyadema, sous Gnassingbé Père, je voulais dire, et qui pour autant n'a pas renoncé au combat. Je suis convaincue que ce sont les séquelles de son emprisonnement qu'il a traîné, malgré que ce combat est un combat âpre. Eh bien, il n'y a pas renoncé, il a fait tout ce qu'il fallait. Paix à son âme. Et nous qui sommes ses compagnons de lutte, notre devoir est de mener à terme
cette lutte. Quand on parlait de rénonciation, en réalité, c'est une question qui revient très souvent et à un moment donné, on se demande s'il ne faudrait pas renoncer, puisque le Togo, pour un certain nombre d'acteurs, le Togo se porte relativement bien. Vous évoquez la mémoire de Dankou Péré qui a parti des idées de rénovation. Vous évoquez Gérard Akoumé également, et puis on constate quand même qu'un à un, il y a un certain nombre de ces acteurs-là qui quittent le monde des vivants. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Ben, je suis très inquiet, d'autant plus inquiète que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le Togo se porte relativement bien. J'ai dit, un certain Togolais, un certain nombre de Togolais pensent que le Togo se porte bien. Le Togo, alors, permettez-moi de vous dire qu'ils ont besoin d'être sensibilisés, d'être conscientisés. Peut-être qu'ils se portent bien individuellement, mais à moins d'être un égoïste, on ne peut pas se porter bien soi-même et être entouré d'une mare de misère et de souffrance et continuer à dire notre pays se porte bien. Je ne partage pas du tout cet avis et je sais aussi que pour que le pays change, personne ne le fera à notre place, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes Togolais qui devons nous engager. Nous engager avec plus de détermination et mener un combat avec davantage de rigueur pour que enfin nous jetions les bases d'un pays véritablement démocratique, susceptible de connaître une gouvernance politique, économique et sociale qui aille au bénéfice de tous les citoyens. Et c'est ça, c'est justement pour ça que nous ne devons pas arrêter ce combat. Vous parlez de rigueur. Est-ce qu'on dit que quelque part il n'y a pas eu de rigueur par le passé? Le combat qui est mené notamment par les acteurs opposés au pouvoir en place? Écoutez, je pense qu'on apprend toujours des expériences que l'on fait. On ne peut blâmer aucun Togolais impliqué véritablement dans la lutte si jamais il y avait des erreurs. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on apprenne de ces erreurs, c'est qu'on fasse mieux en prenant conscience de l'ampleur de la tâche. Et je crois que la tâche est énorme s'agissant du Togo, mais malheureusement, je constate que le Togo n'est pas le seul concerné. Je constate que la racine profonde de nos maux, elle est là, et jusque-là, nous ne sommes pas attaqués à cette racine-là. Il faudra s'y mettre. Et pour cela, tous les peuples africains, notamment ceux des pays francophones, doivent se donner la main. Vous évoquez, ou vous estimez qu'il faudrait regarder avec froideur tout ce qui se fait au niveau de l'opposition, les analyser. Et beaucoup estiment qu'il y a une concentration d'erreurs autour du mouvement que vous représentez. Et certains, quand même, imputent carrément les derniers échecs à votre structure. On parle de manipulation, on parle de mensonges. Qu'est-ce que vous voulez répondre à tous ceux-là qui pensent que vous avez été finalement, et on dit que vous avez tué la lutte? Je leur laisse la responsabilité de leurs propos qui induisent que les Togolais qui ont posé un acte le 22 février 2020 en votant massivement pour le candidat de la dynamique, Monseigneur Podjro, sont des irresponsables ou des naïfs. Et je trouve que c'est un manque profond de respect
pour ses électeurs et pour tous ceux qui ont compris que aujourd'hui, comme le fait la dynamique Monseigneur Podro, la seule solution qui nous reste, c'est de rester ferme dans notre combat, c'est de ne pas permettre à ce que des fausses solutions qui finalement ne font que accompagner le régime qui fait souffrir les Togolais, que ces fausses solutions-là soient une fois encore une option. Je disais tout à l'heure que nous devons apprendre de nos erreurs. Et c'est justement parce que nous avons appris des expériences passées que nous disons que il faut rester ferme dans ce que nous faisons. Ceux qui pensent autrement, eh bien, nous sommes en démocratie. Je leur laisse la responsabilité de ce qu'ils pensent. Et vous savez, c'est leur droit de ne pas, de faire le choix de ne pas nous rejoindre. Dans tous les cas, historiquement, dans toutes les luttes qui se sont menées, sous tous les cieux, il y a toujours une partie qui reste indifférente. Et donc, la grande question aujourd'hui, c'est de savoir si la DMK, c'est désormais le passé ou la DMK symbolise encore un futur pour l'opposition togolaise. Vous voyez bien que la DMK ne peut pas symboliser, ne peut pas relever du passé, dans la mesure où nous continuons de nous battre. Nous continuons de nous battre sur le territoire national, malgré le harcèlement et la répression dont nous faisons l'objet. Nous continuons de nous battre à l'extérieur du Togo et sur tous les plans. Nous utilisons la marge de manœuvre qui nous reste. Vous voyez vous-même comment, dès les lendemains de l'élection du 22 février, le régime s'est servi de l'aubaine que constitue le Covid-19 pour restreindre tous les espaces de liberté et pour réprimer ceux qui veulent encore utiliser leurs droits politiques de manifester, de dire non à ce qui se passe. Malgré ça, aujourd'hui, il se trouve que la dynamique Monseigneur Podro n'a pas varié de sa position. Elle continue de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Non, ce pays doit aller vers l'alternance. On peut se poser la question aussi de savoir si vous n'êtes pas malchanceux quand vous évoquez la question de la Covid, c'est une vérité, mais il y a également le fait qu'un certain nombre d'acteurs, notamment de l'opposition, ne vous ont pas soutenu, c'est également une vérité. Et puis la toute dernière, c'est qu'un de vos membres, Fulbert Atis, a eu des critiques qui ont été rapportées notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement malchanceux? Non. Et puis, ne considérez pas que la lutte de la DMK est seulement celle des responsables, de ceux qui sont au devant de cette lutte. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette phase de la lutte qu'incarne la DMK, c'est qu'elle est portée par les citoyens eux-mêmes. Elle est portée par les citoyens eux-mêmes. Et je dirais que, à la limite, même si les responsables devenaient défaillants, moi, en ayant observé ce qui se passe,
je suis confiante que cette lutte se poursuive. Mais qu'est-ce que vous observez? Puisque aujourd'hui, personne ne manifeste, il n'y a plus de possibilité de manifester. Qu'est-ce que vous observez? Je viens de vous dire que on a confisqué la liberté de manifester. Et dans cette situation-là, les citoyens trouvent d'autres moyens pour manifester. Ils manifestent sur les réseaux sociaux. Ils s'expriment et ce n'est pas rien. Ils mobilisent sur les réseaux sociaux. Ils résistent. Je disais que le Togo va mal. Il y a d'autres événements qui montrent que nous allons mal. Regardez ce qui se passe en ce moment avec des enseignants qu'on soupçonne d'avoir participé à un processus de création d'un syndicat d'enseignants. Voyez comment, au stade où nous sommes, on les soumet à un conseil de discipline et on leur reproche tout, y compris une atteinte à la sécurité. Vous pensez que ces enseignants-là, on respecte leurs droits? C'est parce qu'ils ont certainement posé des actes qui vont dans le sens de l'exercice de leur droit de se syndiquer, de dire non quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le domaine de l'enseignement, qu'on leur fait subir ce harcèlement dont ils font l'objet. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que, au contraire, il y a un atout qu'il faut reconnaître dans cette phase de la lutte dans laquelle nous sommes. C'est une appropriation extraordinaire de cette lutte par les citoyens, les groupes de citoyens. On parlait d'atout, mais certains ne le pensent pas de la même façon. J'ai cité tantôt votre collègue Philbert Artiste, vous n'avez pas répondu à ses préoccupations. Il dit clairement que la plupart des activités sont menées sur les réseaux sociaux et que ces activités auront du mal à impacter le terrain. Pour ceux qui pensent ça, je les renvoie, par exemple, à la lutte que le FPI de Laurent Gbagbo a menée et qui a conduit à sa libération, qui est une victoire historique qui doit nous inspirer tous. Une victoire qu'il a obtenue alors que, au départ, il passait pour quelqu'un d'anéanti. Il a été pris dans les conditions que tout le monde sait, traduit devant une cour internationale dont on sait déjà qu'elle est devenue l'instrument de puissance politique qui envoie ceux, et notamment les Africains, qui ont des velléités de résistance, des velléités de résister à la politique africaine de ces puissances-là, et notamment s'agissant de Gbagbo, il s'agit de la politique africaine de la France. Mais quel est le rapport avec le Togo? Comme on l'appelle. Non, mais en fait, quel est le rapport avec la question? Mais le rapport avec le Togo, c'est que j'ai parlé de racines de nos mots et je touche à cette racine. Et aussi, c'est que Gbagbo s'est battu, Laurent Gbagbo s'est battu alors que la situation qui prévalait était aussi une situation de confiscation des libertés publiques. Les partisans de Laurent Gbagbo, au lendemain du bombardement de son
de la De son présidence, QG. de son QG et de sa capture, vous pensez qu'ils pouvaient eux aussi prendre la rue et manifester? Ils ont eu l'intelligence de comprendre que il faut utiliser les stratégies du moment. Le moment viendra où on utilisera la rue, il reviendra. On a l'impression que Il vous... reviendra parce que la confiscation des libertés individuelles ne peut pas être indéfinie. On a l'impression que Donc, vous exagérez la comparaison. l'une des stratégies que les partisans de Laurent Gbagbo ont utilisées, c'est justement les réseaux sociaux aussi. C'est les réseaux sociaux sur lesquels ils se sont appuyés abondamment en étant organisés pour que les actions portent des fruits. On a l'impression Et que... petit à Madame, petit, on a ils ont l'impression... mobilisé des On a gens. l'impression finalement que le combat de Laurent Gbagbo vous inspire là. Ah, bien sûr. Puisque Bien moi, par sûr. exemple, personnellement, je ne vois pas le rapport avec ce que vous menez comme combat sur le plan national. On sait très bien que la Cour pénale internationale et tout ce qu'on en dit sur le continent africain, et le Togo, c'est petit. Et la DMK, Oui, elle n'est pas connue oui, à l'extérieur. oui. Mais comment la DMK n'est pas connue à l'extérieur? Vous pensez que la Ah DMK... non, la DMK je ne, vous pensez... je ne suis pas du Madame, tout vous, d'accord avec vous. vous pensez que la DMK a la même dimension que le combat ou ce que Gbagbo a symbolisé à l'extérieur? Ce sur le que plan nous sommes, continental? je suis en train de vous dire que nous utilisons les mêmes stratégies. Nous avons la même vision, qui est que il faut utiliser les armes, les stratégies qui sont conformes ou que vous permettent les conditions de lutte que vous avez. Aujourd'hui, tout est confisqué au Togo. Eh bien, comme ils l'ont fait en leur temps pendant 10 ans, ils ont utilisé d'autres stratégies, y compris celle des réseaux sociaux qui se trouvent être minimisés par certains acteurs du point de vue de l'impact qu'ils peuvent avoir. Dans ce cas, si on fait une analogie, Laurent Gbagbo à la CPI, c'est 10 ans. Donc la DMK, est-ce qu'il faut attendre 10 ans? Non, je ne dis pas forcément qu'il faut attendre 10 ans. Vous savez, ça pourrait être demain, ça pourrait être après-demain, la victoire, parce que les paramètres sont complexes et ce qu'on fait, c'est essayer d'agir sur ces différents paramètres-là pour que le peuple togolais puisse obtenir la victoire dont il est à la recherche. La DMK, madame, c'est vous, la DMK, c'est Agbeme Kodio, la DMK, c'est Monseigneur Podjo, c'est un certain nombre d'acteurs C'est tous les politiques. Togolais qui veulent une alternance dans Oui, ce c'est pays, votre... qui veulent une gouvernance C'est votre définition. Et ils sont nombreux. C'est votre définition, Ils sont madame. nombreux. Ils sont majoritaires.